Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « Une nouvelle trousse de demande du programme de prestation d'invalidité du régime de pension du Canada ». Cette session sera enregistrée pour les infirmières et infirmiers qui n'ont pu participer. Bonjour, je suis Josette Roussel, infirmière responsable de programme pratique et politique infirmière à l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et je vais animer le webinaire d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir de présenter Dr. Pierre Bourassa, médecin conseil à Emploi et Développement social Canada. Dr. Bourassa a obtenu son diplôme de l'Université de Laval en 1985, est un membre actif de l'Ordre des médecins et chirurgiens d'Ontario en pratique indépendante depuis 1993. Il est médecin conseil à temps partiel pour la division de l'expertise médicale du régime de prestation d'invalidité du Canada et est aussi autorisé à pratiquer au Québec. Il est coroner à temps plein partiel pour le Bureau du coroner du Québec et urgentologue à l'hôpital de Gatineau. Merci. Alors, je vous invite à visiter la présentation. Merci, bonjour. Je tiens à remercier l'Association canadienne des infirmières de nous avoir permis de vous parler. Bref, pour un bref aperçu de présentation, notre objectif principal est de présenter la nouvelle trousse que le gouvernement a mise en ligne depuis le 27 août dernier, de vous donner un peu de conseils pour pouvoir mieux les remplir, parce que plus ils sont remplis en temps opportun, plus c'est facile pour le gouvernement et éventuellement les prestataires de recevoir leur pension. Un petit rappel parmi les grandes lignes qu'on va commencer, ce sont les critères d'admissibilité. Pour qu'un client soit admissible, qu'une personne soit admissible à une pension du régime de pension du Canada, il existe des critères contributifs, un peu comme une assurance. Lorsque vous payez votre assurance, vous êtes assuré. Lorsque vous ne la payez plus, bien, vous ne l'êtes plus. Donc, quand vous contribuez, vous travaillez, vous contribuez à l'assurance emploi, etc., vous contribuez au régime de pension du Canada. La façon dont le calcul se fait va avec vos nombres d'années de contribution. Si vous avez contribué ou travaillé plus de 25 ans, on va utiliser les 3 dernières années de votre travail et on va y rajouter 3 ans. Et cette date-là va être la date maximale de période d'invalidité. Si vous avez travaillé moins que 25 ans, on utilise habituellement les 4 dernières années que vous avez contribué et on rajoute 2 années pour donner la date. Il y a évidemment des critères de gain, d'un minimum de gain. Finalement, l'autre partie sont les critères médicaux, ce qui va peut-être plus vous toucher. C'est ça, les personnes doivent être atteintes d'une invalidité qu'on appelle grave et prolongée. Par grave, on entend incapable d'exercer régulièrement une occupation véritablement rémunératrice et non sa profession habituelle. C'est les compagnies d'assurance, souvent d'assurance invalidité personnelle, c'est lorsque vous ne pouvez plus faire votre emploi. Et le gouvernement, c'est tout type d'emploi. Même si vous êtes qualifié pour faire un travail administratif dans un bureau, mais vous n'êtes plus capable de l'effectuer, mais vous pourriez faire un travail autre, physique quelque part, c'est considéré comme que vous êtes apte à un travail. Puis aussi la notion de prolonger, donc devoir vraisemblablement durer une période longue, continue, indéfinie ou possiblement même mener au décès. Bien sûr, tout ça est modulé par les caractéristiques personnelles selon l'âge de la personne, ses études, ses antécédents de travail, certaines barrières linguistiques et autres. Bon, alors, le contexte. Pourquoi une révision? Le vérificateur général a fait en 2016 un rapport, puis grosso modo dit qu'il fallait un peu simplifier et rationaliser nos demandes. Les formulaires, il y en existait 8 à ce moment-là. On a tenté d'essayer d'un peu de les réduire pour rendre l'application plus facile et pour le rendre ça plus accessible aux Canadiens. Donc, des consultations avaient été faites auprès des clients, de leurs représentants, des intervenants du soin de santé, puis des employés qui travaillent dans ça pour voir ce qu'on pouvait faire. Fait que finalement, il en est ressorti que le système d'application est un petit peu complexe. Et puis, c'est pas nécessairement facile de pouvoir
y naviguer. Puis les personnes ne savent pas nécessairement les critères d'admissibilité, ce que je parlais tantôt du sévère et prolongé. Bon, malheureusement, parce que le système le formulaire antérieur n'était pas le meilleur au monde, fait que souvent on avait des réponses qui n'étaient pas tout à fait correctes, ou des parties qui étaient carrément laissées vierges, ce qui rend les délais de décision encore plus longs. Donc, en simplifiant ça, on va gagner en efficacité et éventuellement en possiblement des prestations plus rapides au monde qui sont aptes à en recevoir. Bon, donc les principaux directeurs, la vision que l'on a dans ça, c'est que, en premier, recueillir seulement les éléments qui sont nécessaires. Je vais faire l'exemple, anciennement, pour les passeports, on redemandait toujours le baptistère ou des preuves de citoyenneté à chaque fois, mais quand vous avez un passeport, ça veut dire que vous avez déjà rempli ces critères-là. Donc, on va se limiter à vos critères à vous pour votre santé. En parlant le deuxième, qui était éliminer les questions aux renseignements déjà disponibles. Donc, c'est ça, pour pouvoir dupliquer, vous faire redonner les renseignements que le gouvernement a déjà. Avec son numéro d'assurance sociale, le gouvernement sait que vous êtes un homme, vous demeurez à tel endroit, donc, on va évidemment vérifier l'adresse, mais il y a certaines choses qui changent habituellement pas, dont votre date de naissance, le sexe, etc. Et puis, on va utiliser aussi un langage un petit peu plus simple pour pouvoir avoir des meilleures réponses, parce que si on utilise un verbiage médical, souvent les gens ne savent pas trop comment répondre, vont répondre à côté ou simplement vont laisser ça vide. Et puis, comme je disais, regrouper les composantes. Là, on a passé de 8 formulaires à 2 en espérant de rendre ça plus simple. La dernière partie, c'était intégrer les connaissances et les techniques comportementales conseils. Est-ce qu'on va tenter de vous prompter, si vous voulez, en bon français, de vous indiquer des fois certaines choses pour savoir ce qu'on veut comme réponse, pour essayer d'éclairer les gens lorsqu'ils remplissent le questionnaire. Éventuellement, le questionnaire va être en ligne, va pouvoir se faire en ligne, mais pour le moment, il est en forme PDF, mais le gouvernement, dans le futur, va essayer de l'avoir en ligne, puis là, on va avoir justement les prompts, excusez-moi du terme anglais, je ne sais pas comment vous dire ça en français, pour simplement expliquer plus à cet endroit-là qu'est-ce qu'on veut dire par cette question-là. Bon, donc, qu'est-ce que signifient les changements pour les professionnels de la santé? Bien, c'est ça, c'est qu'avant ça, on avait 3 questionnaires, 3 genres d'applications, puis, ou une genre d'application, mais il y avait 3 situations. On a développé au fil des années 3 situations différentes. Et qu'on a essayé un peu d'ajuster les formulaires pour pouvoir mieux représenter ça. Dorénavant, non seulement les médecins, mais les infirmières ou les infirmières praticiennes peuvent, en toute quiétude, remplir ces formulaires-là et ils vont être acceptés par le gouvernement sans problème. Le rapport médical, ou enfin, le rapport du soignant va être recentré pour saisir les renseignements détaillés sur les répercussions fonctionnelles des déficiences. Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas tellement de savoir que vous avez un diabète ou que vous avez une fibromyalgie, parce que c'est important de savoir le diagnostic, mais c'est ce que cette maladie-là fait pour vous, vos limites, comment, qu'est-ce que ça vous empêche de faire, qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire. Que simplement dire dépression. Vous pouvez faire une dépression et être très fonctionnel ou faire une dépression qui est absolument afonctionnelle. Alors, si on met juste comme renseignement dépression, c'est pas assez clair, donc on cherche une façon d'obtenir des renseignements sur votre fonctionnalité. Bon, on existe une définition. Comme je vous disais, il y a trois genres de queues, si vous voulez. Là, la queue de l'application régulière qui se fait en dedans de... La réponse va être donnée au client dans 120 jours. Il y a la condition grave. Cette condition-là, et c'est un petit peu plus loin, là, vous allez voir dans la liste, on liste 30 conditions, 30 maladies qui sont associées à qu'une pension est donnée par le gouvernement à plus de 80 % de façon à faciliter, parce que ces choses-là sont identifiées dans la demande d'application. Ces cas-là vont être sortis de la pile générale et aller dans une pile qui va se faire traiter habituellement dans de 30 jours. Il existe une troisième alternative qui est ce qu'on appelle la phase terminale. Ça, c'est un rapport qui est ciblé pour que la personne obtienne une réponse habituellement dans les 5 jours ouvrables, une fois que la demande est reçue.
vous comprenez, si quelqu'un est en train de mourir du cancer et je fais une demande d'application, c'est peut-être pas dans 3, 4 ou 6 mois qu'il aura besoin de recevoir l'argent, mais habituellement plus précocement. Dans ces cas-là, pour les cas de phase terminale, l'attestation sous-entend que la personne, lorsque le signataire, le soignant atteste, c'est que le décès devrait être en dedans de 6 mois. Évidemment, c'est difficile à prédire. On n'est pas à la fin. C'est quand même pas un carcan. Si quelqu'un décède 8 mois après, on va venir aller taper sur les mains du soignant et dire, mais mon Dieu, vous vous êtes trompé, vous avez mis, c'était 8 mois, puis il a survécu 8 mois, puis ça devait être 6 mois. Non, 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 mais c'est pour juste vous donner une idée de ce que ça vise, parce que si on se met à prioriser tout, bien, rien va être priorisé, donc on priorise les personnes que les soignants croient qu'ils vont y en avoir juste pour 6 mois à vivre. On va continuer. Donc, la trousse régulière, qui est pour, comme je disais, l'application de 120 jours. Ce qu'il y a de nouveau dans ça, c'est qu'on utilise, comme je disais, le classement du fonctionnement. Avant ça, ce n'est pas utilisé du tout. Et puis, au lieu d'avoir 8 formulaires, on en a maintenant 2, donc le rapport médical et la demande du client ou l'application du client. C'est dans laquelle il va nous répondre, nous dire ses problèmes, nous donner une idée de son niveau de fonctionnement, répondant à quelques questions. Le rapport médical est le rapport que le soignant va remplir, qui est un petit peu plus détaillé aussi avec des niveaux de fonction qui vont pouvoir nous permettre parce qu'imaginez-vous, mettez-vous dans la main des personnes qui vont revoir ces cas-là. Quelqu'un dit, je fais de la dépression, de la fibromyalgie et du diabète. Je ne peux plus travailler. Ça prend un petit peu plus que juste savoir les diagnostics, ça prend savoir comment cette personne-là peut fonctionner. Si elle ne fonctionne pas, elle mérite absolument, oui, une pension. Si elle a un niveau de fonction qui permet de travailler, elle n'en mérite pas et devra travailler, j'imagine. Donc, le format était maintenant beaucoup plus guidé. Avant ça, c'était des questions ouvertes. C'est pour ça qu'on avait des réponses qui étaient souvent très vagues, souvent quelquefois même absentes. Et comme je vous disais, en voyant en bas, le traitement accéléré se fait pour les maladies graves. Donc, cela, la réponse se fait en dedans de 30 jours. La liste, comme je vous dirais, je vous la retrouver plus loin là, dans l'annexe A. Et la phase terminale qui donne des réponses en dedans de 5 jours. Bon, alors, l'évaluation fonctionnelle, comme je disais tantôt, le diagnostic et puis la déficience sont des mauvais prédicteurs de nécessairement la capacité de travail. Il y a certains diagnostics, bien sûr, si vous avez un cancer multimétastatique stade 4, je pense que vous avez probablement beaucoup de difficultés à travailler. Il y a certains diagnostics pour lesquels ce n'est pas, mais la majorité des diagnostics ne permettent pas nécessairement d'accoler un niveau fonctionnel. Donc, on se fie maintenant au modèle qui est de la CIF, qui est un handicap qui est comme un écart entre ce que vous devriez avoir et ce que vous êtes en réalité. Le CIF, la classification internationale de fonction, est un peu parallèle si vous avez la classification internationale des maladies, ça c'est simplement sa liste des maladies, l'autre liste les fonctions. C'est utilisé, non seulement on n'a pas inventé la roue, c'est utilisé ailleurs dans le monde, puis ça semble bien fonctionner, puis c'est bien validé, donc on a passé à ce modèle-là. Bon, je vous expliquer un peu plus la structure. Fait que c'est ça, il existe 16 chapitres, 8 sont au fonctionnement, 8 sont à la structure. On vous donne des exemples cliniques, des fonctions mentales, respiratoires, rénales, etc. Et de là, ça, c'est plus une structure qu'on appelle corporelle, où on voit le corps comme une machine. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui tourne pas, qu'est-ce qui tourne mal. Et historiquement, c'est ça qu'on utilisait un peu dans le passé. Ce qu'on utilise maintenant en plus, la plus-value est l'évaluation fonctionnelle d'une personne dans son ensemble. Donc, c'est mieux, c'est plus juste et ça donne une meilleure perspective de ce qui se passe au niveau de la personne et de sa fonctionnalité. Maintenant, de l'incapacité, du rapport à la fonction, maintenant, on regarde l'incapacité, comme je disais, c'était qu'est-ce qui tourne pas bien, et la fonction. On regarde à différents niveaux, comme au niveau des connaissances, au niveau du système physique. Je vais continuer au page, c'est au niveau maintenant aussi de l'humeur et des pensées, du côté, par exemple, de santé mentale ou de problèmes psychologiques.
Alors, on a greffé dans les formulaires 6 des 9 domaines de la CIF pour pouvoir mieux interroger à la fois le soignant et la personne sur comment il fonctionne. On a en bleu les attitudes physiques, les comportements et les capacités émotionnelles. Et en bleu plus foncé, l'attitude de la communication et à la réflexion, ce qui était absent un peu là, dans les anciens formulaires. Donc, les activités du quotidien qui existaient, mais qui n'étaient pas aussi clairement identifiées. Donc, ça permet de... Bon, c'est mis en parallèle avec les exigences du travail qui sont, pouvoir se trouver un emploi, se préparer pour y aller, physiquement y aller, fonctionner au travail, rester au travail, puis revenir. Fait que ces choses-là nous permettent de mieux mettre en relief ce qui se passe chez une personne qui fait une demande d'invalidité. L'approche de conception. Le questionnaire client est plus une auto-évaluation sur ce que la personne peut faire. Vous n'aurez pas à remplir ce questionnaire-là, c'est fait par le client ou l'applicant, mais ça se pourrait d'ailleurs qu'il puisse vous l'amener. On a de laisser au client à le faire parce que je veux dire, c'est lui ou elle qui sait si elle peut se lever le matin, si elle peut bouger, si elle peut se déplacer. Vous pouvez voir dans les questions, vous pouvez voir ces questions-là, mais c'est des questions plus de fonctionnalité. Ça exprime si quelqu'un peut se lever les activités du quotidien, s'ils peuvent utiliser le transport en commun, des choses comme ça. C'est mis en relief avec les réponses que le rapport du soignant va nous donner. Ce n'est pas utilisé pour scorer le patient. Là. Genre, il nous a donné qu'il peut rarement faire ça, très souvent faire ça, pas du tout faire ça. Donc, on assigne un score à chaque question et on met ça dans la machine et ça nous donne un chiffre. Donc, là, il est invalide ou là, il n'est pas. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait. C'est pour avoir que la personne puisse nous communiquer de façon plus claire qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. Le rapport médical, comme dans la troisième partie subjective, fait un peu la même chose, mais du côté du médecin. Donc, on peut voir si, parce que souvent, le médecin, des fois, n'a pas nécessairement la même vue que la personne, qui peut des fois diminuer ou amplifier certaines choses. Voici l'auto-évaluation fonctionnelle. C'est ce que je parlais du questionnaire client. C'est sûr que la partie que le client va remplir. Là, vous avez la partie sur la mobilité, la première. Donc, ça va vous donner une idée des questions qu'on demande. Là. Vous pouvez vous rester debout pour 20 minutes de façon, oui, excellent, très bon, passable, faible. Et puis, la personne remplit à sa guise ces choses-là. Peut nous donner en bas des exemples qui sont beaucoup plus, qui vont nous parler plus, qui vont mieux, des fois, expliquer certaines choses, parce que des fois, les gens ont de la misère ou ne retrouvent pas dans ces questions-là ce qu'ils veulent dire, donc ils ont l'occasion de le mentionner. Le suivant, l'auto-évaluation fonctionnelle des comportements, c'est un peu toujours la même chose. On donne des exemples dans ça. Je vais passer celui des attitudes à la réflexion. C'est là où on examine plus comme la pensée, les communications. Et le dernier, les activités du quotidien. Donc, une fois que le client a rempli ça, ça nous fait parvenir. Comme je disais tantôt, il peut vous soumettre ça pour vous aider à le faire ou le faire, mais habituellement, ça revient plus au client de faire ça pour pouvoir. Il n'y a pas d'autre personne que lui ou elle qui connaît bien sa situation. Les sections 3 et 4 sont les sections qui doivent être complétées par le soignant, comme je disais, soit le médecin ou l'infirmière. La première partie, c'est un peu pour avoir une idée de la relation que le soignant a avec le médecin, parce que certaines personnes ont des personnes soignantes depuis 15 ou 20 ans, sont suivies par le même médecin. D'autres, parce qu'il n'y a pas de soins de traitement accessibles dans leur coin, ou ils ont déménagé souvent, ont moins de personnes. Donc, ça peut nous permettre de savoir si cette personne est suivie depuis plus ou moins longtemps. Parce que des fois, c'est plus pour des questions d'application. Si des gens appliquent de façon tardive et on doit retracer à cause des périodes d'invalidité qui sont dans le passé, on doit retracer son état jusqu'à une certaine date. Ça nous permet de voir si la personne soignante était soigner cette personne-là durant ces dates-là. Sinon, on doit
faire, en tout cas, questionner, soit faire des rapports médicaux supplémentaires ou demander à l'applicant qui nous donne le nom de ses médecins et nous autres, on va demander des rapports de ces médecins-là. Dans la section 4, vous avez, comme je disais tantôt, l'état grave, la phase la phase où on vous sort de la queue habituelle des 120 jours et on vous rentre dans soit les conditions graves ou la phase terminale. Lorsque c'est une phase, donc dans la section 4A, c'est une phase terminale, c'est la réponse en 35 jours. Donc, ce que le soignant a, quand il remplit le formulaire, tout ce qu'il a à faire, c'est écrire le diagnostic, mettre le numéro de code et la date d'apparition, et c'est tout. C'est-à-dire, on se fie que cette personne-là nous ment pas, nous dit les bonnes choses, a la bonne affaire, et elle croit que cette personne-là va décéder dans probablement les 6 prochains mois. Si ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui va décéder dans les 6 prochains mois, mais qui a une maladie grave, un peu plus loin, vous allez retrouver cette liste de maladies-là. On coche à ce moment-là la section B, l'état pathologique. Ah, bon, c'est la page suivante. On va aller à la page suivante. Alors, ça vous liste à ce moment-là les états pathologiques. Il y en a 32. Évidemment, il y en a peut-être qui sont aussi graves, mais qui ne sont pas listés dans ça. N'oubliez pas que c'est toujours une chose qui est en évolution. Et ça, c'est basé sur les demandes faites au gouvernement qui sont accordées en moyenne plus de 80%. Un bel exemple de quelque chose qui n'est pas là-dedans, c'est le cancer du sein. Avec l'avancement de la science et des traitements et du dépistage, ce n'est pas un cancer qui tue autant qu'avant. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui font des demandes d'application parce qu'il y a un cancer du sein, mais c'est un stage 1A, il est opéré, il est traité. Ils sont en arrêt de travail des fois 1 an ou 2 à cause du traitement, de la chirurgie ou en convalescence, mais retournent au travail après. Donc, ils n'entrent pas dans cette liste d'états pathologiques. Vous pouvez la consulter et la voir. Donc, continuons maintenant, finalement, dans le vif du sujet, le rapport médical. La section 5. Donc, ce qui est de nouveau, c'est qu'on a demandé aux soignants de nous faire un rapport médical par maladie, par problème, si vous voulez. Parce que souvent, les gens ont plusieurs pathologies. Ils ont un problème de douleur, soit de douleur chronique ou d'arthrose, de sténose spinale, de fracture de scie. Ils ont des problèmes d'hypertension, diabète, cholestérol, trouvez-moi-en, hypothyroïdie. Ils ont des problèmes psychologiques secondaires, souvent ça aussi, d'anxiété, de dépression, etc. Donc, de rendre ça plus facile et plus clair à comprendre, tant pour la personne qui fait la demande que pour la personne qui la reçoit. C'est qu'on y va par pathologie ou par problème. Donc, si vous avez quelqu'un qui fait du diabète, de l'hypertension et de la fibromyalgie, on demande avec le premier, vous nous dites, prenez-en un des 3, mais dites-nous celui qui est le plus important, ça va être le premier. Et puis, dites-nous tout ce qu'il y a à dire pour ce problème-là. On vous donne un exemple d'une chose qui est très bien complétée à droite et qui est moins complétée qui est très bien complétée à gauche, mais qui est très moins complétée à droite. Le bel exemple, c'est ça. Là, vous voyez, douleur diffuse. Douleur diffuse, puis comme limitation fonctionnelle, il ne peut pas faire sa job. C'est bien gentil, mais ça ne parle pas beaucoup. Là. Mettez-vous si c'est vous qui recevez ce rapport-là, vous mettez quoi dans l'esprit comme que cette personne-là fait quoi? Donc, si en donnant plus de détails, plus de justification, ni plus ni moins, puis en éclaircissant les limitations fonctionnelles, le système peut beaucoup mieux comprendre et se faire une idée de ce qui se passe. On met aussi la liste des médicaments qui sont associés à ça, parce que souvent, certains médicaments peuvent être utilisés à plusieurs sauces. Pensez simplement aux ISRS qui sont utilisés dans les douleurs chroniques, des problèmes de dépression, des problèmes d'anxiété. Alors, la personne prend ce médicament-là, c'est-tu parce qu'elle a des douleurs chroniques ou c'est parce qu'elle est dépressive ou c'est parce qu'elle est anxieuse? Bon, le médicament peut être utilisé à 2 endroits. Vous pouvez le mettre aussi à 2 endroits, mais on va savoir que c'est principalement pour ça qu'on utilise ça. Les tricycliques sont un bel exemple d'une douleur chronique.
Donc, on a la fibromyalgie pour le premier exemple. On continue à la page suivante, un trouble dépressif. Encore là, si vous dites quelqu'un a des problèmes cognitifs et qu'il ne peut pas travailler parce qu'il ne file pas, c'est pas assez pour que le gouvernement dise oui, 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 tout est bien. Il répond aux critères de sévérité, c'est sévère et prolongé. Donc, ça, en détaillant plus, vous pouvez faire mieux valoir votre point, faire mieux comprendre au gouvernement ou au système ou à l'adjudicateur, la personne qui va regarder ce dossier-là, exactement ce qui se passe. Puis, je vous disais un petit peu, finalement, pour la section 6 et 7. Avant d'aller, je veux juste vous dire pour la section 5, on peut rester sur cette diapositive-là du C7, mais juste, vous avez le choix, c'est un peu le choix du rôtisseur. Vous pouvez mettre tous les problèmes. Par exemple, quelqu'un fait de l'hypertriglycémie, mais l'hypertriglycémie qui n'impacte pas du tout sa limitation fonctionnelle, ça ne sera pas tellement utile. Si ça l'impacte parce qu'à cause prend tel médicament, ça cause il y a des douleurs musculaires parce qu'il prend des hypolipémiants, oui, ça d'accord, mais si quelqu'un fait de l'hypothyroïdie bien contrôlé, prend ses médicaments, vous pouvez le remplir, il n'y a pas de problème, mais c'est parce que des fois, on peut se ramasser avec énormément de. Parce que, je veux dire, dans les années que je vois là, on a, c'est ça, 3 diagnostics ou 23 diagnostics. Des fois, là, de votre côté, je sais que c'est long un peu remplir des papiers. Alors, en cas de doute, mettez-en plus que moins, mais posez-vous la question, si ça n'impacte pas la fonctionnalité de cette personne-là, ce n'est pas nécessaire de mettre. Bon, la section 6 et 7 pour la situation d'emploi, c'est est-ce que vous avez dit un peu au client ou à la personne, ben non, tu es trop malade, tu ne peux pas travailler. Et bon, autre renseignement pertinent, c'est la place où vous pouvez nous donner des raisons. Parlez-en de pourquoi cette personne-là ne peut pas travailler ou peut travailler. Ça ne peut qu'éclairer le système à savoir si cette personne-là rencontre les critères ou pas. Section 8, bon, les documents à l'appui, c'est ça, comme toute bonne chose, c'est utile d'avoir des documents objectifs qui vont bien quantifier le problème. Il y a certaines pathologies qui sont beaucoup plus aptes à ça, des problèmes respiratoires avec des fonctions respiratoires ou des problèmes cardiaques avec des épreuves d'effort. Certains sont beaucoup plus faciles à qualifier ou à quantifier. D'autres choses, par exemple, des problèmes de santé mentale, des problèmes de douleur, sont des fois difficiles à le faire. Si vous avez des consultations en spécialité ou en surspécialité, avec ça, n'hésitez pas à les mettre, ça favorise, ça aide les choses. Des fois, des rapports d'imagerie, de scan, de rayons X vont dire que oui, le patient a une sténose spinale, oui, il y a un hernie discale. Et puis, bon, la déclaration finale, c'est de dire, bon, c'est pour identifier la personne qui donne ces renseignements-là. Bon, l'attestation en cas de maladie en phase terminale, je vous disais la dernière de la dernière, c'est ça, un cas qui devrait décéder en dedans de 6 mois. Fait que si vous êtes incertain, vous pouvez ne pas la remplir. Si vous dites c'est peut-être 6, c'est peut-être 8, je vous dirais, on n'ira pas vous casser les jambes chez vous si vous faites ça. C'est simplement qu'on ne retrouve pas, parce que effectivement, l'autre avant la maladie terminale, donc tout le monde va mourir de quelque chose à un moment donné, donc toute maladie est terminale. Donc, ça ne tombe pas nécessairement dans les critères, c'est juste pour justement essayer de donner une réponse rapide à ces pauvres gens-là qui sont en fin de vie. Fait que le médecin n'a besoin qu'on voyait l'exigence, une attestation, ou d'une infirmière praticienne, une attestation. Vous n'avez pas besoin de nous donner tous les renseignements associés, sauf les demandeurs tardifs. Souvent, malheureusement, pour une question, comme je disais, l'invalidité, vous avez une date, un peu comme une couverture d'assurance, vous êtes couvert jusqu'à telle date. Donc, si la personne fait une application 5 ans après qu'elle a arrêté de travailler, puis elle est gravement malade, elle va mourir dans 6 mois, mais est-ce qu'elle était malade avant jusqu'à la date d'invalidité? Donc, c'est peut-être dans ces cas-là que ça va nous prendre plus de papier pour pouvoir mieux cibler cette chose-là.
Vous voyez, comme je disais, ce que l'attestation finale, l'attestation de dispense terminale a l'air. Vous voyez en bas, si le patient est sans emploi, c'est surtout pour les applicants tardifs, ces choses-là. La partie en bas, mais la partie supérieure, c'est simplement pour vous donner le diagnostic, le code, et voilà, le tour est joué. Je disais quoi, c'était pour ça, rien de plus simple. Bon, où se procurer les formulaires? Évidemment, les nouveaux formulaires du gouvernement sont en ligne. Présentement, vous pouvez télécharger des PDF. Éventuellement, on va avoir le remplissage en ligne avec des prompts, excusez-moi l'anglicisme, le terme français, qui vont pouvoir mieux vous aider. L'adresse courriel est là. Vous pouvez en demander en faire venir aussi du gouvernement. Évidemment, comme c'est un nouveau système, ça peut prendre quelques temps avant que vous les ayez. Si vous avez les vieilles, est-ce que je devrais envoyer les vieilles? Prendre les vieilles, puis après ça, prendre les neuves? Non, envoyez les neuves dès maintenant. Envoyez vos vieilles au recyclage. Puis c'est ça. Puis là, en phase de terminale, même chose. L'adresse courriel est là. Tant que vous voulez. J'espère que ça vous a permis de pouvoir mieux comprendre les joies et plaisirs de remplir des formulaires d'invalidité. Bonne journée. Merci, Dr. Bourassa. Alors, c'est tout pour nous. On a le courriel du Dr. Bourassa si vous avez des questions. Et on va passer à la prochaine diapo qui nous amène vers les enregistrements des webinaires. Si vous voulez écouter d'autres webinaires, ils sont sur notre chaîne YouTube. Et le prochain webinaire sera en octobre et sera sur le cannabis. La date sera le 16 octobre à la même heure. Alors, nous invitons les participants à participer au prochain webinaire. Merci.